Nous allons maintenant aborder la troisième partie qui s'appelle les interviews, donc les points de vue d'eux. Alors cette partie sont des interviews que j'ai réalisées auprès de professionnels qui travaillent dans l'Aude et dans l'Hérault, là où je travaille aussi. Et l'objectif de ces interviews était de donner la parole à ces professionnels. En l'occurrence, ici, donc, seront déclinés les points de vue d'un inspecteur de l'éducation nationale, puis d'un directeur d'école, ensuite d'un enseignant ordinaire qui a fait l'inclusion d'un enfant avec autisme. Ensuite, on aura l'interview d'une éducatrice de CESAD, puis d'une orthophoniste qui exerce en libéral. Et enfin, nous terminerons par l'interview d'un pédopsychiatre qui travaille en hôpital de jour et en CMP. Voilà. Alors l'objectif de ces interviews était vraiment de donner la parole à ces personnes, qu'elles puissent partager et nous formuler comment ça se passait, comment ils vivaient, comment ils participaient à la scolarisation et à l'inclusion des enfants avec autisme. Alors pour ce faire, je leur ai donc donné un questionnaire en amont, un questionnaire qu'ils ont lu, qu'ils ont travaillé. Nous avons échangé longuement sur ce questionnaire. Voilà, vous l'avez donc ici. Donc se présenter, savoir, proposer de quelle façon on participe à la scolarisation de l'enfant ou de l'adolescent autiste, de quelle façon ils peuvent apporter de l'aide, que ce soit au niveau de la scolarisation et de l'inclusion, mais aussi au niveau des particularités de cet enfant ou sur les besoins. Ensuite, ils ont eu une question sur les relations entre les différents professionnels, quelle était leur perception de ces relations et comment ils participaient à l'amélioration de ces relations. Et puis enfin, à toutes ces personnes, je leur ai demandé à la fin s'il y avait un point ou deux à améliorer. Quel serait-il selon vous? Et là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Avant de démarrer ces interviews, donc, je voudrais juste aussi vous dire que il va vous paraître manquer l'interview de l'enseignant référent. Bon, j'ai discuté avec une enseignante référente et j'en parlerai dans la deuxième partie. Et puis, je vous proposerai des liens. Vous pourrez voir des interviews qui sont en ligne d'enseignantes référentes. Et puis, en ce qui concerne la parole de l'AVS et de l'enseignant spécialisé, écoutez, étant moi-même enseignante spécialisée pendant de longues années, je vais largement pouvoir en parler. Et concernant l'AVS, j'ai des extraits que je pourrais aussi vous citer. Nous allons donc démarrer la première interview, qui est celle d'un inspecteur de l'éducation nationale. Alors, cet IEN, inspecteur de l'éducation nationale, travaille essentiellement avec des écoles maternelles. Il est inspecteur des écoles maternelles sur Carcassonne et il a aussi quelques CLIS dans sa circonscription. Donc, je vous laisse visualiser cette vidéo qui dure 24 minutes. Jacques Bossis, donc je suis inspecteur d'éducation nationale depuis une dizaine d'années. Je suis particulièrement en charge de la maternelle donc pour le département. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire d'autre, en dehors du fait que je travaille évidemment avec des enfants qui sont aussi en situation de handicap, puisque depuis un bon moment, depuis la loi 2005, on accueille des enfants en situation de handicap à l'école, et on est amené en tant qu'inspecteur à poser le cadre éducatif qui permet d'accueillir ces enfants de la meilleure façon possible. Alors que ce soit dans les structures ordinaires, dans la classe ordinaire, ou que ce soit dans les structures plus spécialisées, que sont les CLIS, dont j'ai la charge, j'ai 3 CLIS sur ma circonscription. Bon, alors de quelle façon vous participez à la scolarisation de l'enfant et de l'adolescent autiste? Donc j'aimerais bien savoir au niveau des rencontres avec les parents, des rencontres avec l'enseignant qui a en classe cet enfant en particulier, et puis le directeur de l'école aussi. Alors il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la formation des enseignants. Je suis associé avec mon collègue en charge de l'ASH à la formation des enseignants. Sur les directeurs d'école, dans le cadre des réunions régulières que j'ai avec les directeurs d'école, c'est des thématiques qu'on aborde, comme d'autres thématiques, mais la thématique de l'accueil des enfants en situation de handicap, autistes ou autres,
Donc c'est des choses qui sont abordées. Et ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que l'idée, c'est que quand la situation elle est compliquée, c'est-à-dire quand on rentre dans un face-à-face entre les parents et l'enseignant, ou entre l'enseignant et l'enfant, l'idée c'est de passer dans la complexité et de rentrer dans une équipe. C'est-à-dire soit une équipe éducative qui peut être le préalable ensuite à une équipe de suivi quand il y aura une reconnaissance de handicap. C'est souvent comme ça que ça commence, d'abord par une équipe éducative. Alors, le fait d'entrer dans cette complexité, ça permet à d'autres acteurs de rentrer dans le jeu, que ce soit les enseignants spécialisés, que ce soit un psychologue ou un service de soins, et de pouvoir croiser les paroles et d'éviter de rester dans ce face-à-face. Donc, c'est le deuxième aspect. Moi, j'assiste régulièrement donc, à des équipes éducatives, des équipes de suivi. En général, je suis appelé toujours dans les situations où il y a une situation conflictuelle. Parce que quand ça se passe bien, on ne pense pas à faire appel à moi, et tant mieux. Mais quand c'est une situation conflictuelle, mon rôle dans ces équipes, il est de positionner les acteurs. C'est-à-dire de demander aux soignants d'être soignants, aux enseignants d'être enseignants, aux parents d'être parents, parce qu'il y a la souffrance de parents, la difficulté d'appréhender souvent leur enfant, surtout quand il n'y a aucun diagnostic qui a été posé par les soignants. Ils sont aussi en grande détresse par rapport à ce qui se passe et ils ont une perception difficile de la relation de cet enfant aux autres ou à l'école. Et c'est vrai que particulièrement en maternelle, c'est la première rencontre souvent de ces enfants avec un collectif. Et c'est là où les parents ils perçoivent aussi que leur enfant il est un peu différent des autres enfants accueillis. C'est vrai que c'est source tout de suite de tension avec les enseignants. Et donc c'est vrai que de passer tout de suite dans une équipe éducative, de se mettre autour de la table, ça permet d'apaiser la situation et de croiser les paroles. Et de positionner un peu tout le monde et de voir comment on va pouvoir accompagner cet enfant. Ça veut dire aussi qu'il faut adapter les structures. Ça, c'est le dernier volet de mon intervention par rapport à ça, c'est que, particulièrement pour la maternelle, on raisonne depuis plusieurs années sur une école qui serait davantage bienveillante et qui permettrait tout simplement de répondre aux besoins des enfants. Et pour moi, c'est les besoins de tous les enfants. Donc, tous les enfants, c'est les enfants qui vont bien, qui ont envie de choses, et puis les enfants qui vont moins bien, où on leur permet tout simplement d'aller à leur rythme, et on raisonne autour d'espaces de travail où les enfants évoluent librement. Alors à chaque fois, et pour un enfant autiste donc, que je connais sur une école qui est dans ce projet-là, on voit que cet enfant, il a tendance à investir certains espaces de la classe, uniquement cet espace-là, il est en petite section. Je ne poserai pas le diagnostic d'autisme, mais on va parler de signe autistique, où il est peu dans la communication, il est fermé sur lui. Et en fait, compte, dans cet espace, il y passe 2 heures de la matinée. En tout cas, il s'y sent bien. Il n'y a pas de conflit, ni avec l'enseignant, ni avec les autres enfants. Il évolue là. Alors, l'enseignant vient le solliciter régulièrement. Mais en tout cas, on ne l'oblige pas à être dans un mouvement de groupe à partir. Mais c'est le cas pour tous les autres enfants de l'école et de la classe. C'est-à-dire que chacun évolue dans les espaces et le rôle de l'enseignant, c'est d'aller rencontrer individuellement les enfants et les accompagner. Alors ça passe par une grande communication avec les familles, puisque les enseignants, dans la plupart des écoles dont j'ai la charge, mais en tout cas dans cette école-là, l'enseignant, il rencontre chaque parent en début d'année sur un entretien individuel, avec des questions aussi simples que celle-là, c'est qu'est-ce que les parents attendent de l'école ? Donc en leur demandant pour quelles raisons ils ont mis leur enfant à l'école maternelle, puisque ce n'est pas une école obligatoire, donc c'est qu'il y a un projet éducatif. La deuxième question, c'est qu'est-ce que l'enfant il a investi comme centre d'intérêt à l'extérieur de l'école ? Est-ce qu'il joue beaucoup à l'extérieur, etc. Et pour montrer aux parents que l'école, en tout cas, elle va se saisir de ça et que l'enfant va pouvoir retrouver des éléments de sa vie. S'il aime courir, sauter, il aura des moments où il y a beaucoup de moments où il pourra courir, sauter. S'il aime s'asseoir et empiler des cubes, il aura ces moments-là aussi à l'école avec cette dimension d'apprentissage. Donc cet entretien, il se déroule à peu près entre 40 et 50 minutes. Il est vraiment posé pour les parents pour présenter le fonctionnement de l'école, présenter comment on prend en compte les besoins de l'enfant. Et ensuite, cet entretien, il est renouvelé en général 1 ou 2 fois. Une fois, dans la plupart du temps, quand tout se passe bien, vers le milieu ou fin d'année, souvent à la demande des parents qui veulent faire le point avec l'enseignant. On est vraiment sur un dialogue, en fin de compte, on est sur un écrit professionnel, où on rencontre des progrès des enfants dans toutes leurs dimensions. On n'est pas sur un livre scolaire où on met des croix dans des cases. Ce qui peut être très très douloureux pour des familles qui auraient un enfant en situation de handicap et pour lequel on rendrait un livret où il n'y aurait que des croix, enfin des ronds rouges,
Voilà, et qui n'apporte pas grand-chose d'ailleurs en plus en termes de connaissance de l'enfant. Donc là, on est plutôt sur des écrits professionnels où l'enseignant il raconte tout simplement comment l'enfant établit la relation avec les autres enfants, comment il établit la relation aux adultes, comment il rentre dans les apprentissages, et comment dans le langage, etc., et comment il se comporte dans le collectif, et qui témoigne de son évolution. C'est intéressant, surtout pour les enfants qui présentent un handicap, parce que sinon, quand on est avec des croix et des cases, quand on est sur des items, on a du mal à témoigner d'une évolution, et finalement on renvoie aux parents l'idée que l'enfant, pendant un an, il n'aurait pas bougé. Ce qui n'est jamais le cas. Ça n'arrive pas. Les enfants, ils changent, ils évoluent, ils grandissent, et donc il y a forcément des changements. Simplement, souvent, ces livrets tels qu'ils ont pu exister à l'école maternelle, ou même à l'école élémentaire, ils ne traduisent pas les évolutions de l'enfant. Et ça passe par un écrit professionnel. Mais pour que cet écrit professionnel il soit suffisamment dense, bon, ça doit faire au moins une feuille à 4, quoi, et qu'il prenne en compte la globalité de l'enfant, il faut accompagner les enseignants, il faut les former, et il faut aussi qu'ils puissent rencontrer d'autres acteurs que sont les soignants pour pouvoir témoigner de l'évolution de l'enfant. Sinon, souvent, on se rend compte dans les équipes éducatives, pour l'avoir fait il y a quelques années, où le soignant témoigne des progrès de l'enfant, parce que lui, il observe des progrès en situation individuelle, et l'enseignant, lui, par contre, est incapable de témoigner des progrès de l'enfant parce qu'il a tout simplement la mauvaise grille de lecture. Il n'a que des croix qui cochent, il a du mal à témoigner des progrès. Alors qu'il suffit juste de se dire, bah, c'est pas comme ça que je vais regarder l'enfant, je vais juste le regarder dans sa globalité, comment il évolue, comment il grandit, comment il joue. Il joue au cube, maintenant il joue à autre chose, et là déjà je peux en témoigner. Il suffit juste de le raconter. Et c'est beaucoup plus pertinent pour les parents. Ça permet aussi aux parents, ça j'ai pu l'observer dans des entretiens qu'on a fait aussi avec des familles, que pour eux ça leur permettait souvent de déclencher la mise en place des soins. Parce que y a une sorte de confiance qui s'établit entre le parent et l'enseignant, puisque l'enseignant traite de l'enfant dans sa globalité. Et quand il y a des signes d'alerte qui sont écrits par l'enseignant, qui dit là, ça fait un moment qu'il ne communique pas, c'est-à-dire qu'on ne l'a toujours pas entendu, on ne sait pas s'il parle à l'école, là, et ça on l'écrit, on arrive à l'écrire, alors qu'avec une croix on ne l'écrit pas ça. Et ça déclenche souvent chez les parents cette volonté de soin, tout en conservant la confiance à l'enseignant. Parce que ça témoigne d'une observation fine de l'enfant, et c'est ce que les parents attendent, c'est qu'on s'occupe de leurs enfants, tout simplement. Alors en tant qu'inspecteur, vous pouvez accorder ce temps aux enseignants pour qu'ils puissent faire toutes ces rencontres avec les parents, parce que ça demande aussi... Alors pour la maternelle c'est assez simple, et pour le département c'est le cas, puisque j'ai demandé de le positionner sur le temps d'être personnalisé pour partie, puisqu'on est bien dans une personnalisation de l'enseignement, puisqu'on accompagne l'enfant et le parent. Alors j'ai des enseignants qui rencontrent les parents, j'en ai d'autres qui rencontrent les parents avec l'enfant. Il y en a d'autres qui font ça en 2 temps, qui rencontrent d'abord les parents, puis l'enfant est dans un autre espace de l'école pendant ce temps-là, et puis après on prend l'enfant avec et on le rencontre, etc. Donc tous les 3. Moi j'ai pas de modèle canonique par rapport à ça, je trouve que ces 3 formules sont aussi intéressantes. Il y a des moments où il faut que l'enfant soit présent, parce que les 2 paroles, elles passent au-dessus de sa tête, en fin de compte, les 2 adultes parlent, l'enseignant et les parents, alors 2 ou 3 adultes. Et l'enfant, il l'entend, ça. Et pour lui, c'est rassurant parce qu'il a l'impression que les adultes se mettent d'accord, sont d'accord, et que ce moment est important. Voilà. Alors j'ai des témoignages, puisqu'on filme aussi des parents, où les parents rendent compte de la façon dont ils ont vécu ces entretiens. C'est assez intéressant parce qu'ils disent clairement l'angoisse, qu'ils mettent souvent sur le dos de l'enfant, comme quoi l'enfant est angoissé à l'idée qu'on allait se rencontrer avec la maîtresse. Alors en fin de compte, l'angoisse, elle est claire, c'est celle de la maman qui se dit mais qu'est-ce qu'on va dire? Et c'est pour ça aussi que j'ai demandé de placer ces entretiens en tout début d'année, au bout de 15 jours. On met un tableau et les parents s'inscrivent tout simplement, pour éviter qu'on parte sur les difficultés scolaires. C'est-à-dire qu'on démarre sur l'enfant. Comme on ne le connaît pas énormément mais qu'on a pu l'observer, on ne peut pas témoigner au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines de ses acquis scolaires. Et donc ça permet d'évacuer ça et de bien positionner la rencontre sur on va parler ensemble de votre enfant. Alors il y en a, ils la font aussi avant la rentrée, en fin d'année, etc. J'ai pas de volonté d'uniformisation. Moi, ce qui compte, c'est qu'il y ait ces entretiens. Donc j'ai quasiment toutes les écoles maternelles de la circonscription, puis dans d'autres secteurs, puisque c'est une volonté départementale. En tant que maternelle, c'est ce que j'ai affirmé.
Et on mobilise du temps de l'aide personnalisée, on mobilise d'autres temps aussi, qui sont les temps institutionnels de l'école. Voilà. Donc c'est comme ça que j'accorde du temps aux enseignants pour traiter ça. Puisque si c'est ça qui est important, c'est-à-dire de tisser une relation avec les familles, eh ben, concentrons-nous sur ça, et puis on verra ce que ça donne. Après, on arrive à l'évaluer. Moi, ce que j'ai observé, c'est que ça apaise considérablement quand même la relation de l'école avec les familles, que c'est intéressant pour les enseignants tout d'un coup de voir pourquoi les parents n'ont pas pris rendez-vous avec l'enseignant, pour quelle raison tout d'un coup, alors qu'on leur offre cette possibilité, ils ne viennent pas, alors qu'on est en tout début d'année. Donc ça permet d'aller interroger. Ça permet à des familles, et ça c'est ce qu'on a pu observer, c'est que les familles les plus anxieuses par rapport à l'école sont celles qui prennent rendez-vous tout de suite. Au bout de 3-4 jours, une semaine, ils sont déjà là en demandant un rendez-vous à l'enseignant. Ça permet de leur accorder et de faire baisser ce niveau d'angoisse et de parler de manière générale. Alors c'est des gens qu'on verra plus souvent de toute façon. Voilà comment je le fais en tant qu'inspecteur.